C'est vrai qu'on a envie de rompre vraiment avec ce qu'on a vu. Je ne dis pas que tout est mauvais dans ce qui a été fait sous Ségura et sous Béchiza, mais je crois qu'il y a vraiment un front commun sur le fait que les citoyens ne veulent plus cet autoritarisme qu'on a vécu. Non. Il y a aussi une autre chose qui, moi, me tient à cœur, c'est l'argent incroyablement dépensé dans des procès que je nomme bâillons. Ça n'a pas d'autre nom. Je trouve scandaleux d'avoir constaté la diminution aussi bien quantitative que qualitative de nos services publics, parce que moi je suis un usager du service public à Aulnay, et en fait je suis obligée d'aller à Paris par exemple pour me soigner. Je ne vais plus au CMES, il n'y a plus rien. Là-dessus, justement, j'ai consacré une partie à la santé dans mon livre. Donc ça me rassure. Non, mais voilà. Je ne le cache pas. Je pense qu'il y a eu un manque de volontarisme là-dedans. J'en veux beaucoup. Je crois qu'il y a eu surtout la volonté d'enlever tous ces... C'est-à-dire que ce que je reproche malheureusement à beaucoup de politiques, c'est de privilégier la communication. C'est-à-dire de communiquer à outrance sur des choses, comme si nous vivions dans un fabuleux monde, et puis, alors que la situation actuelle est désastreuse. Et notamment sur le volet de la santé, je trouve que nous sommes dans le cadre, vraiment en tout cas dans une situation plutôt d'urgence sanitaire. Voilà, c'est une urgence sanitaire que l'on vit. Je connais des personnes âgées dont le médecin est parti il y a plusieurs années, qui n'a pas été remplacé, qui se retrouvent sans médecin traitant depuis plusieurs années. Et je trouve cela absolument inacceptable. Oui, donc c'est sûr qu'il y a un gros travail pour faire revenir... C'est bien beau de parler de... Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'on s'est enorgueilli d'avoir des consultations en ligne. Comme si cela suffisait d'aller consulter via un écran. Non, mais vous imaginez, c'est-à-dire qu'on va se féliciter... finalement de faire des consultations à travers un écran. Pour moi, ces consultations à travers un écran, ça répond à une urgence, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de médecins et donc que c'est catastrophique. Mais on va s'en féliciter, vous voyez, de cela. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable parce que c'est pas comme ça que les gens ont envie de vivre les soins, la prise en charge. En tout cas, moi, je ne veux pas de ça, je ne veux pas qu'on puisse se féliciter de cela. Au contraire, j'aurais honte qu'on soit réduit à faire parce cela. que c'est vraiment le symptôme d'un échec en ce domaine. Voilà, et donc là, finalement, certains ont réussi de faire de cet échec, finalement, une prouesse. Oui, enfin, c'en est pas une. C'est merveilleux, tout dépend de quel point de vue on se place pour lire l'événement en question. Voilà. Donc, ah oui, on va aborder la question aussi. Moi, je ne sais pas si j'ai raison de dire que le divorce avec la majorité municipale actuelle a coïncidé avec votre ralliement au mouvement né durant la campagne, où finalement, enfin, le souvenir que j'en ai, c'est que M. Macron essayait de voir comment rassembler gauche, droite, etc., pour cesser justement cette politique de tout à droite ou tout à gauche. Et quelque part, c'était dans l'air du temps. Voilà. Donc, comment vous en êtes venu, vous, à être enthousiaste à cette idée-là, et voilà, comment... parce que bon... J'ai trouvé l'idée innovante qui répondait aux aspirations de la société d'aujourd'hui. Oui, quelque part. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont plus envie d'être téléguidés en fonction d'un parti. C'est parce que parce qu'il y a un candidat de gauche ou il y a un candidat de droite que vous devez voter impérativement pour ce candidat. La preuve, c'est qu'à chaque élection, on voit que c'est un coup la barre à droite, un coup la barre à gauche. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des Français, une énorme part de la société, finalement, qui votent un jour à gauche, un jour à droite, en fonction du programme. C'est-à-dire que les gens lisent le programme. Donc c'est pour cela que cela me fait bien rire quand même, quand il y a des gens qui vont vous accuser de retourner votre veste. Donc ça veut dire qu'une grande partie des Français retournent leur veste à ce moment-là. Non, mais les Français ne sont pas idiots, ils réfléchissent. On a le droit de lire un programme, on a le droit de se faire une opinion au-delà de l'étiquette politique. Et on a le droit de changer d'avis. Voilà, c'est même inscrit dans la... Et donc moi j'ai aimé cette démarche, j'ai aimé la démarche de M. Macron où il a fait venir des gens issus de la gauche et issus de la droite. C'est cela qui m'a plu aussi dans l'idée d'En Marche. Finalement, c'était de réussir à rassembler des personnes également de la société civile, beaucoup de personnes de la société civile. Et ces personnes de la société civile, c'est extrêmement précieux de les avoir. Parce qu'elles ont une vision qui est totalement différente. Avec la vraie vie. C'est ça, exactement.
Donc, bon, depuis l'élection de Macron, il y a eu quand même de nombreux mouvements sociaux dont la caractéristique, c'est que ces mouvements, ils perdurent au sein de notre pays. Et bon, bah, on voit qu'il y a quand même des voix discordantes qui émergent. Il en faut, on est en démocratie, voilà. Je tiens à préciser ça. Et c'est vrai que le sentiment, alors... oui ou non, ça c'est difficile parce que faudrait rentrer plus en détail, faire des comparaisons, etc. Ce que les gens de la France d'en bas ne font pas toujours. Avec le sentiment que c'est une politique qui est quand même très très favorable aux plus riches et un peu défavorable à la France d'en bas, quoi. Je veux dire, la France majoritaire, c'est la France d'en bas. Dans la France d'en bas, en fait, il y a une accentuation entre vraiment les très pauvres. Il y a des gens qui sombrent dans la pauvreté, hein, de plus en plus. Ça, c'est quand même alarmant. Et puis, au milieu, il y a ces fameuses classes moyennes qui voient qu'elles se paupérisent de plus en plus et qui ont très peur. Ça peut se comprendre. Oui, on n'a pas envie de tomber, personne n'a envie de sombrer dans la pauvreté. Et en même temps, on voit, d'ailleurs, il y a eu une étude d'Oxfam là très récemment qui disait que justement les riches ils avaient multiplié leur richesse quand par ailleurs la société du bas s'était appauvrie. Donc c'est évident que ça interpelle les gens. Bien sûr que ça interpelle. Déjà, la première chose, c'est que le mouvement que l'on a connu notamment avec la crise des Gilets jaunes, je pense que ça a été la goutte d'eau. Oui. C'est-à-dire que ça a été le fruit, non pas de 18 mois d'action du président de la République, mais de plusieurs, même décennies. Oui, je suis d'accord là-dessus. Et donc, l'on a tendance à reprocher au président de la République actuel, des années de descente aux enfers pour les gens. Voilà, et on se rappelle que la goutte d'eau a été la volonté de taxer davantage les carburants. D'accord ? Oui, c'est presque anecdotique parce que ça a fait ressortir toutes les frustrations accumulées depuis des années. Exactement, c'est-à-dire que là, quand même, c'est la conséquence aussi de plusieurs mandats présidentiels ou en tout cas de gouvernements qui ont pris certaines mesures qui ont appauvri et qui ont taxé davantage. Après, il y a peut-être eu également un problème de communication du gouvernement. Un certain nombre de ministres l'ont rappelé, qu'ils ont été parfois un peu maladroits dans ce qu'ils ont dit. Et également, il y a eu un autre volet également, c'est-à-dire que on est une des sociétés où les prélèvements sont les plus élevés, mais on est une société également où la protection est la plus élevée. Et on ne peut pas l'oublier, ça. Où il y a un certain nombre d'aides également. Et c'est pour cela également qu'ils ont voulu faire un travail un peu de pédagogie, même si je n'aime pas trop ce terme-là, en disant à quoi allaient servir vos impôts. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre feuille d'imposition qui arrive, là-dedans, ils expliquent également où va votre impôt. Ça, je pense que c'est important aussi pour les Français de savoir ce qui allait se passer. Voyez ? Mais sans conteste, il y a eu un défaut de communication. Il y a eu une façon de faire parfois qui a été un peu trop brutale, ou en tout cas trop rapide. Et je pense aussi que certains n'ont pas assez expliqué la tenue des mesures. Par ailleurs, j'aimerais quand même qu'on n'oublie pas une certaine chose. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, c'est destiné à... C'est sûr que ça redonne du pouvoir d'achat quand même. Les retraites également. Tout salaire de plus de 10 000 €, toute personne qui touche plus de 10 000 € va doubler la cotisation à la retraite pour tous. Voyez. Également sur les appareils auditifs, les lunettes, etc. Au niveau de la santé, beaucoup est fait et va être fait pour les personnes aussi en difficulté. Oui, mais alors ça, justement sur ces mesures, Benjamin, sur ces mesures, par exemple pour les lunettes et les appareils auditifs, je crois que la société civile eût aimé que ces mesures-là soient prises dès les débuts du mandat, plutôt que de voir l'ISF supprimé pour les riches et retirer 5 € d'APL, par exemple. C'est peut-être purement anecdotique, mais symboliquement, ça a eu du mal à passer dans la société civile. Moi, je peux vous le dire, il y a des tas de gens qui attendent leur appareil auditif, mais se dire qu'ils sont obligés d'attendre 2022
pour y accéder, alors que ça fait déjà depuis 2017 qu'ils attendent ça. Alors, voilà. Pour ce qui est de l'ISF, déjà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses dites qui ne sont pas toujours très vraies. C'est-à-dire que déjà l'ISF a été remplacé pour une grande partie des personnes par l'IFI, la fiscalité immobilière. Oui, alors, le reste, je voudrais dire les autres personnes... Oui, mais je voudrais dire sur l'IFI, le problème c'est qu'il faudrait quand même faire une distinction sur l'IFI pour les très riches, qui ont des immeubles, des appartements à tout va, et la distinction de gens qui ont peut-être leur résidence principale et leur résidence secondaire, qui eux sont taxés comme les autres. Alors, et qui l'ont un peu saumâtre parce qu'ils ne peuvent pas délocaliser leurs biens. Sur la résidence principale, vous savez qu'il y a un énorme pourcentage qui est enlevé de l'IFI. Vous savez, c'est-à-dire que par exemple, vous avez une bâtisse d'1 million d'euros, elle ne sera pas considérée comme ayant une valeur d'1 million d'euros si c'est votre résidence principale. Mais ils vont enlever une quote-part d'environ 300 000 euros dessus, vous voyez. Là où et les personnes qui ont beaucoup de biens, au-delà en plus d'1 300 000 euros, puisqu'il y a une petite part, mais ensuite ça va crescendo, c'est destiné à ces personnes-là. Pour les personnes tous ceux qui sont petits propriétaires, ils sont quand même impliqués qui vous considérez comme des petits propriétaires? Des personnes qui possèdent pour 1 300 000 euros de vous savez, il y a quand même des gens, par exemple, regardez à l'île de Ré, des gens qui avaient des terres et qui se sont retrouvés... Oui, mais ça a été revu, ça. Ce mythe de l'île de Ré, justement, a été totalement revu là-dessus. Justement, l'État fait justement une distinction sur ces endroits-là. Vous comprenez, justement, pour qu'il n'y ait pas cette spéculation qui finalement ne reflète pas le train de vie de ces personnes. En revanche, pour ce qui est de l'ISF, vous avez un certain nombre de personnes qui ont été des exilés fiscaux. Exilés fiscaux, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont préféré aller ailleurs pour payer moins d'impôts. Là, il y a eu un calcul qui a été fait, que ces personnes-là qui sont revenues justement pour finalement payer des impôts ici, ça rapportait plus à l'État que finalement ce que rapportait l'ISF auparavant. Vous comprenez ? Autre côté... Donc il y a eu beaucoup de communication parfois mensongère sur cela, et qui, je le concède, a été très mal communiquée dans la population. Très mal communiquée dans la population. Et derrière, également, vous avez par exemple quand même toutes ces questions appareils auditifs, etc. Je pense qu'on a tendance à oublier une certaine chose également, c'est que ça ne peut pas se mettre en place du jour au lendemain. Il faut prévoir la mise en place de tout ça. Il faut prévoir les budgets. Il faut passer par un PLFSS, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, et c'est rarement le premier PLFSS du mandat qui peut permettre ça, vous voyez. Donc il faut un certain temps également d'adaptation pour le gouvernement, pour budgétiser cela, pour ensuite le mettre en place, pour se mettre en lien également avec les médecins qui sont en lien justement avec cela, avec les opticiens, etc. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut également entendre les syndicats, etc. Donc vous ne pouvez pas mettre en place un décret, un arrêté, voire une loi, du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire comme ça. Mais par contre, j'entends totalement l'attente de ces personnes-là, et je ne peux que partager ces attentes-là. Je me mets à la place de ces personnes et je les comprends. Je les comprends. C'est vrai que... On sait que la politique c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des mesures qu'on aurait aimé voir prendre en priorité plutôt par rapport à d'autres. Voilà. Bon, après, on va peut-être pas aborder, c'est vrai qu'il y a d'autres questions que je pourrais vous poser, mais c'est plus sur le national que le local. On va revenir. Oui, bon, là on a abordé un peu national, si vous souhaitez, on peut le faire. Que ça impacte aussi le local. Bien sûr, absolument. Mais bon... Là, oui, votre livre détaille les propositions pour le futur de notre ville. Est-ce qu'il y aurait d'autres informations, d'autres précisions que vous souhaiteriez Alors, il y a quelque chose de très important quand même, de par l'éducation que j'ai eu la chance d'avoir à Aulnay-sous-Bois, de par les études que j'ai eu la chance de faire, de par ma profession et ce que j'ai pu faire. Je compte mettre vraiment l'accent sur l'éducation. Voilà, pour moi, c'est le plus important que nos enfants puissent s'épanouir, puissent avoir toutes les chances, en tout cas que l'on mette toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles à l'avenir. C'est vrai que l'éducation, j'en suis un produit d'une certaine manière, parce que je suis issue d'une famille modeste,
intelligente mais modeste, et j'ai pu m'élever grâce aux études. J'ai eu la chance aussi d'en bénéficier. Chaque enfant a le droit d'avoir les mêmes chances. Voilà, exactement. Après, ce qu'on peut reprocher parfois aussi à l'éducation nationale, c'est de donner quasiment, bon, grosso modo, hein, le même programme pour tout le monde. C'est le but aussi de toute politique nationale, c'est-à-dire que l'enfant d'Aulnay-sous-Bois devra avoir les mêmes cours, par exemple, le même type d'enseignement qu'un enfant à Lyon ou un enfant à Narbonne. D'accord. C'est aux collectivités territoriales, aux régions, aux départements et surtout aux mairies de faire dans la dentelle. Le volet éducation a été abandonné. Le volet éducation a été oublié pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, on compte 20 à 30% de décrochage scolaire à Aulnay-sous-Bois. Et dans certains quartiers de la ville, dans certaines écoles de la ville, cela peut monter jusqu'à 50% de nos enfants. Pour moi, ça m'est insupportable. Quand je dis que ça m'est insupportable, c'est que je vais tout faire pour déjà aider ces enfants, aider tous les enfants, aussi bien celui qui réussit, afin qu'il réussisse encore mieux, qu'il puisse faire les meilleures études possibles, que celui qui a des difficultés pour faire en sorte qu'il ait une éducation digne. Il faut peut-être aussi aider les parents. Et c'est pour cela aussi qu'on va venir également en amont, au niveau de la municipalité, pour aider les personnes qui ressentent des difficultés dans l'éducation ou dans l'accompagnement de leurs enfants. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont parfois pas les outils pour répondre à l'attente de leur enfant. Peut-être qu'ils réussissent mieux à aider un de leurs enfants, mais pas l'autre enfant qui a d'autres types d'attentes. Parfois, on a des personnes aussi qui se retrouvent démunies face à une crise d'adolescence de son enfant. Ce sont des choses qui arrivent, vous voyez. Et donc, nous aussi, on doit venir aussi, à travers également le tissu associatif, venir en complément. En complément, je ne dis pas en aide. Je n'aime pas le terme aide. Moi, je viens en complément et en partenariat, absolument. Vous avez parfaitement raison, en partenariat. Oui, parce que c'est vrai aussi qu'on est conscient, en tant que citoyen de la société civile, qu'on ne peut pas tout demander à nos élus. Bien sûr. Et c'est un peu ce que je reproche aussi bien à Ségura qu'à Béchiza, c'est qu'en fait, ils ont d'office décidé de se passer de l'aide qu'ils pouvaient avoir, des partenariats qu'ils auraient pu avoir en croyant qu'on allait systématiquement être contre eux. Et moi, ça, je refuse en tout cas de dire tout et n'importe quoi. Il faut assumer qu'une mairie ne peut pas tout faire. Et il faut pouvoir dire aux gens également, droit dans les yeux, à un moment ou à un autre, mais là-dessus, ce n'est pas du ressort de la mairie. Mais en revanche, parce que je suis dans la mairie, parce que je suis élu, je vais vous mettre en relation avec telle ou telle personne ou telle association, telle ou telle école qui, elle, pourra vous apporter les éléments de réponse dont vous avez besoin. C'est ça le rôle d'un élu aussi. C'est de ne pas lui promettre monts et merveilles, mais de lui dire là-dessus, moi je ne peux pas, mais je vais te mettre en lien avec telle personne qui, elle, pourra t'apporter une réponse à la personne. Voilà. Ça, c'est le travail d'un élu aussi, de dire la vérité. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Voilà, je pense que c'était. Et merci à Olnecap. J'ai une question. J'interviens comme ça rapidement. Tu sais que les blogs sont la proie de corbeaux. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose déjà, c'est qu'on accepte ta plainte. Voilà. Et là-dessus, si une plainte n'a pas pu être déposée, en tout cas aujourd'hui, en tout cas n'a pas été acceptée, que la mairie vienne en appui pour que ta plainte soit acceptée, pour qu'il y ait une recherche des IP, des numéros d'IP, pour savoir qui t'insulte, afin que ces personnes soient traduites en justice. Voilà. Et tu as également tout mon soutien là-dessus, parce que je souhaiterais dire que tu as beaucoup de courage, Aurore, déjà pour le travail que tu fais, mais également pour toutes ces attaques que tu subis, que tu ne mérites pas de subir, parce que tout ce que tu souhaites faire, c'est informer les gens. Voilà. Merci. Du coup, il y a une question que je n'ai pas posée et qui me vient. Bon, c'est la Chambre régionale des comptes a dit qu'il y avait eu vraiment des irrégularités commises, notamment au niveau des ressources humaines, dans les recrutements, etc. Moi, personnellement, je l'ai constaté durant le mandat de Ségura, parce qu'en fait, j'ai été victime et lanceuse d'alerte, mais absolument pas écoutée.
Et en fait, moi j'aimerais bien savoir après si on peut ressortir des dossiers pour voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que dans le cadre du devoir de transparence vis-à-vis de la société civile, moi je suis très attachée au service public, je suis très attachée au respect des lois et au respect des statuts, qui n'ont pas été créés comme ça sans réflexion. Ces statuts étaient très bien faits justement pour éviter les dérives. Et en fait, je m'aperçois que à l'heure actuelle, un peu partout, pas uniquement à Aulnay, des citoyens constatent que les statuts sont contournés. Est-ce que si vous arrivez en mairie, compte tenu de ce qui s'est passé sur la ville, des emplois qui ont été accordés à des personnes qui n'avaient pas les qualités requises, hein, au regard des lois et des statuts, qu'on sache un petit peu, qu'on fasse un audit de tout ça. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. De remettre un petit peu à plat tout ça. Il est tout à fait normal de remettre à plat ce genre de choses. Et vous pourrez lire notamment à la page 19 de mon livre, où je dis que pour remédier aux sévères critiques de la Chambre régionale des comptes, une commission d'éthique indépendante sera mise en place. Elle sera composée de citoyens experts, de membres de l'opposition, pour qu'il y ait une totale transparence. Oui. Et elle sera chargée d'étudier et de contrôler les marchés publics, les recrutements de personnel de la ville. Oui. Voilà. Et d'autres choses, et bien évidemment en plus. Mais voilà, donc ce ne sont pas de 20 mots. C'est-à-dire que vraiment, cette commission d'éthique, je veux la mettre en place dès le premier conseil municipal. Oui. Bon, voilà. Très bien. Je ne peux pas être plus, plus transparent là-dessus. C'est à cause du vécu qu'on en est amené à arriver à apporter des solutions comme vous la proposez. Et en tout cas, le travail des magistrats de la Chambre régionale des comptes a été plus que précieux, justement, dans ce travail également du livre, pour justement ne plus répéter les mêmes erreurs. Ben oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ça porte sur un certain temps qui est à cheval sur 2 mandats, et que finalement, c'est des années après les forfaits commis, parce que ce sont des exactions, moi je le dis, clair et net, que oui, il confirme qu'il y a eu exaction. Je ne connais pas encore toutes ces choses-là. En revanche, moi, ce que je vois, c'est que ce rapport a été fait sur la période, en tout cas, de 2013 à 2018, donc ça a été un quinquennat. Donc de 2013 à 2014, c'était l'ancienne majorité, et puis 2014 à 2018, c'est quand même 4 ans sur les 5 ans qui sont pour la municipalité actuelle. Oui. Et qu'il y a eu beaucoup de choses qui en tout cas, qui ont fait l'objet de 10 rappels à la loi. Oui. Ce n'est pas rien, 10 rappels à la loi. Que ce soit au niveau des ressources humaines, mais également au niveau, par exemple, des contrats qui ont été faits, au niveau finalement de l'endettement, etc. Oui. Voilà. Ben, écoutez, ça serait bien aussi d'avoir une cellule qui accueille les alertes des simples citoyens, qui ne sont pas du tout armés et qui font parfois l'objet de chasse aux sorcières et de cyberharcèlement. Je le dis parce que j'ai été cyberharcelée comme Aurore. Voilà, on a une visite en plus. Oui. Merci. Bon. Merci beaucoup. Merci Benjamin. À bientôt.